Bonsoir à tous. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de l'Afghanistan. L'armée américaine annonce avoir effectué son retrait à plus de 90%. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Michel. Vous allez très bien? Oui, on se porte très bien, Dieu merci. L'armée américaine a annoncé mardi 6 juillet avoir effectué plus de 90% son retrait final d'Afghanistan entamé en mai, près de 20 ans après le début de son intervention militaire déclenchée avec l'OTAN dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Mamadou Diouf, il faut dire que c'est presque fait finalement, puisqu'on en parlait chaque fois. Oui, l'ancien président Trump en avait fait un cheval de bataille puisqu'il avait dit que c'est pas aux États-Unis d'aller faire la guerre un peu partout. Il avait fait de ce retour des GIs américains qui étaient sur des terrains étrangers un de ses objectifs. Et déjà, c'est lui qui avait négocié ce retour. Faut pas qu'on oublie qu'il avait même négocié avec les talibans en laissant de côté l'État afghan. Le président Biden est venu continuer tout simplement ce qui avait été commencé par le président Trump. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut dire aujourd'hui, la présence américaine sert à quoi en Afghanistan? Alors, il y a une question qui est là. Ils sont là-bas depuis pratiquement 20 ans. Ils n'ont pas été capables de vaincre les talibans. Et on voit que les talibans risquent de reprendre carrément le pouvoir au départ des Américains. Alors, Mamadou, on parle d'opposition entre la politique de l'ancien président Donald Trump et celle du nouveau président Joe Biden. On est quand même surpris que Joe Biden continue le retrait des Américains d'Afghanistan. Non, il faut pas que les gens se trompent. Les États-Unis, c'est un pays solide. Ce n'est pas des gens qui fonctionnent sur 2 ans ou sur 3 ans. Voilà. C'est des gens qui réfléchissent sur une longue période. C'est pourquoi je disais pourquoi ils partent. Il y a toute une réflexion qui a été faite pour amener les États-Unis, parce que ce n'est pas Trump en tant que président, pour amener les États-Unis à décider du retrait de ces militaires au niveau de l'Afghanistan. Cette réflexion-là, elle reste valable quand Joe Biden vient. Ce n'est pas parce que Trump est parti que Biden va faire le contraire sur ce plan-là. Quand la réflexion a été une réflexion pertinente, le président qui vient continue. Et c'est ça également un État, c'est ça qu'on appelle la continuité au niveau d'un État. Aujourd'hui, si Biden veut laisser les GIs au niveau de l'Afghanistan, mais c'est un coût énorme sur le plan financier. C'est un coût énorme en termes de vies humaines parce qu'il y a des attentats contre les soldats américains. C'est un coût également contre ce qu'on appelle de l'impérialisme américain parce qu'on les dénonce en disant que vous êtes allés partout. Et quand on tire la leçon véritablement, quelle guerre les Américains ont gagné à l'étranger? Ils ont été en Syrie. Ils n'ont pas gagné. Ils ont été en Irak. Ils ont fini par se retirer. Quelle est la situation de l'Irak? On oublie. Mais même la Somalie, avec les Shebab, ça avait commencé avec les Américains. Ils étaient là-bas avec une opération qui s'appelle Restore Hope, avec le président Siad Barre à l'époque. Ils ont quitté la Somalie. Ils sont en train de quitter aujourd'hui l'Afghanistan. Mais ça veut dire que si vous regardez sur ces dernières années, sur aucun des terrains étrangers où l'armée américaine est allée intervenir, les Américains n'ont gagné la guerre. À un certain moment, ils n'en pouvaient plus à cause du coût financier. Ils n'en pouvaient plus parce qu'on les dénonçait comme étant des forces étrangères. Ils ont trouvé toujours cette astuce, trouver un accord bidon et puis se retirer. Parce que l'accord qu'ils avaient signé avec les talibans, si c'est l'accord qui doit marcher, les talibans devraient arrêter les attaques et les talibans devaient négocier avec le gouvernement afghan. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que les talibans n'attendent même pas le départ complet des Américains. Ils sont en train de reconquérir un certain nombre d'espaces qui n'étaient pas sous la protection des soldats afghans, mais plutôt qui étaient protégés par les Américains. Mamadou, l'État propédeutique du retrait effectif, c'est-à-dire des 10%, est toujours en marche, selon vous, jusqu'à quand? Le président Biden dit fin août, puisque le principe, c'était que tous les soldats partent avant l'anniversaire du 11 septembre. C'était ça le principe. Actuellement, si on est déjà à 90%, ça veut dire que c'est presque terminé. 10%, c'est peut-être les derniers qui sont là, qui doivent faire les derniers éléments et qui doivent se poser des questions sur comment remettre un certain nombre de choses aux forces afghanes qui vont devoir maintenant se défendre seules, sans l'appui des Américains. Biden, lui, il parle de fin août. Il considère que fin août, tout le monde serait
déjà partis. Et s'ils sont déjà à 90%, on peut effectivement dire que d'ici fin août, les soldats américains qui doivent partir auront certainement quitté le territoire afghan. Que peut-on retenir de cette présence américaine près de 20 ans en Afghanistan? Malheureusement, on est tenté de se dire tout ça pour ça. 20 ans de guerre dans un pays, même la guerre contre l'Irak est partie de l'Afghanistan, puisqu'on accusait Ben Laden de participer à un certain nombre de choses. Il se trouvait en Afghanistan, on considérait que l'Irak était en contact, etc. Bon, il y a plein de choses qui ont été dites, mais aujourd'hui, regardez comment l'Afghanistan est resté en arrière pendant des années. Les Américains n'ont pas été capables de vaincre les talibans. Ils avaient parlé de former l'armée afghane. Je me demande quelle formation on leur a donné, parce que certains espaces aujourd'hui qui sont récupérés par les talibans, il n'y a même pas de combat. Les soldats afghans ont fui pour aller se réfugier au Tadjikistan en traversant carrément la frontière. Ailleurs, la force de frappe des talibans semblait être plus importante que celle des soldats afghans. Mais ça veut dire que on avait trouvé des talibans au pouvoir, on les a fait quitter le pouvoir. On s'est débrouillé pour mettre en place, comme on le voit dans ce genre de situation, des bonhommes qui sont là pour suivre ce qu'on leur dit, mais ces bonhommes n'ont jamais été capables d'assumer cette responsabilité. On risque de se retrouver encore avec un Afghanistan qui tombe entre les mains des talibans. C'est-à-dire 20 ans après, on risque de retourner exactement à la case de départ. Mais combien de morts, combien de dégâts, combien de conséquences même en dehors de l'Afghanistan à cause de cette guerre? Mais si c'est ça une intervention militaire, il faudrait que les Américains en fassent le bilan et qu'ils se demandent à quoi cela a véritablement servi. Mamadou, l'impact véritable de ce retrait dans la vie des Afghans. Mais c'est terrible. Quand vous regardez certains Afghans intervenir, vous avez ce problème qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Quand une intervention étrangère dure, on commence à considérer ces étrangers comme des envahisseurs. On a fait l'expérience avec la France actuellement au niveau du Mali. Quand ça dure, on a l'impression que ces gens-là, c'est des envahisseurs. Alors que si on ressortait les images de l'arrivée des Français au Mali, tout le monde a vu comment les populations maliennes applaudissent avec des drapeaux français et autres. Mais quand ça dure, les gens commencent à dire mais c'est les forces d'occupation. Le même phénomène s'est passé avec les Américains, parce que quand on interrogeait les Afghans, ils disaient oui, s'ils partent, il y en a même qui te disent s'ils partent, on fera la paix. S'ils partent, on va pouvoir s'entendre entre Afghans. Qu'ils partent parce qu'effectivement, c'est les forces d'occupation. Et l'Afghanistan, malheureusement, est fatigué parce que la grande base de Bagram que les Américains occupent, les gens oublient que c'est la même base qui avait été occupée par les Soviétiques. D'ailleurs, même c'est eux qui ont construit cette base, ce n'est pas les Américains. Et c'était le même système. Eux également, ils avaient mis leur homme de main au pouvoir, qui était là, qui ne faisait pas l'affaire des Afghans, de sorte que les Afghans se sont révoltés pour bouter les Soviétiques dehors ainsi que leur homme de main. Quand on regarde, ici c'était la Russie, ici c'était les Américains, la Russie était venue avec son homme, les Américains sont venus soi-disant pour combattre les talibans, mais toutes les deux grandes puissances ont fini par quitter le pays, ce qui veut dire quelque part que si on veut régler le problème de l'Afghanistan, il faut que ça commence par les Afghans eux-mêmes. Vous avez parlé de ce probable retour des talibans au pouvoir. Si c'est fait, l'Afghanistan sera encore divisé en deux, parce qu'il y a une partie, ou bien il y a des gens qui étaient du côté américain. Oui, mais est-ce que ce pouvoir va résister? Parce que c'est tout le problème. Les talibans étaient plutôt dans la partie sud du pays. Les Américains n'ont jamais été capables de les déloger de cette partie sud du pays. Aujourd'hui, ils sont en train de progresser et de prendre une partie du nord du pays. Mais ce qui va rester après, c'est de descendre sur Kaboul. Puisque c'est ce qui a toujours été fait avec ces pays. On part toujours de quelque part, on avance. C'est comme ça que les talibans étaient venus jusqu'à prendre la capitale et s'installer carrément au niveau du pays avec le Mollah Omar. On risque de revoir la même chose parce qu'ils sont en train de conquérir petit à petit et ça va à la limite même trop vite. Alors que les Américains, alors qu'encore il y a des Américains sur le sol afghan. Et ça se comprend parce que c'est les Américains qui permettaient à l'armée afghane d'avoir surtout une force aérienne qui permettait de donner les informations, le renseignement, qui permettait également de pouvoir bombarder, empêchant à ces talibans de pouvoir progresser rapidement. Mais si cette couverture aérienne n'est plus là, mais on a vu le résultat, ces gens sont en train d'avancer plutôt rapidement en face d'une armée théoriquement préparée qui est capable, comme disait Trump,
de pouvoir elle-même maintenant défendre l'Afghanistan, mais c'est comme si sur le terrain, c'est le contraire que l'on voit. Et sur le pouvoir même afghan, on sait qu'il y a l'appui, on sait qu'il y a la protection occidentale, mais sur ce pouvoir, le départ là, quel impact on peut avoir? Mais l'impact va être terrible parce que quand Trump faisait les négociations avec les talibans qui combattaient le pouvoir afghan, sans le pouvoir afghan et sans avoir informé le pouvoir afghan, mais le pouvoir afghan ne s'est pas plaint. Et quand les gens se sont posés des questions, les spécialistes ont dit mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les Américains qui protègent le pouvoir. Et même l'argent, en termes d'aide, c'est les Américains qui aident le plus ce pouvoir d'un point de vue économique pour lui permettre d'exister. Est-ce que ces gens peuvent se rebeller contre les Américains? Mais vous voyez que quand on dit pouvoir, c'est pourquoi je disais, vous avez un pouvoir qui est mis en place, ils ont mis leurs hommes, ils le soutiennent financièrement, ils le protègent militairement. Maintenant, s'ils partent, le côté militaire, s'il n'est plus là, mais ça va poser problème parce que les talibans ont montré clairement que, contrairement aux accords de Doha, où les Américains devaient se retirer, les talibans ne devaient plus attaquer les Américains. Les talibans ne devaient pas laisser Al-Qaïda et Daesh s'installer sur le sol afghan, puisque c'était ça les éléments des accords. Et les talibans devaient négocier avec le pouvoir en place. Ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas une négociation, ou bien le jour où la négociation va se faire, les talibans seront tellement en position de force sur le plan militaire, en position de force sur le plan géographique, que c'est eux qui risquent de dicter leurs lois au pouvoir en place au moment de la négociation. Pas forcément les talibans au niveau de l'Afghanistan, parce que c'est une zone réservée également à d'autres au niveau régional, j'allais dire. Donc ça veut dire que l'Afghanistan serait une proie facile. Mais bien sûr, le problème c'est que ça va créer de la déstabilisation. C'est clair. Le Tadjikistan est en train même d'envisager de fermer ses frontières parce qu'ils savent qu'on va vers d'autres difficultés encore, puisque pour le moment, ce que les talibans montrent, c'est plutôt une logique de combat, pas du tout une logique de négociation. Et du côté du gouvernement, même si les gens disent qu'ils seront capables de défendre, sur le terrain, ce n'est pas ce que l'on voit. Il ne faut pas qu'on oublie les populations. Les populations n'en font pas un gros problème. Elles ont déjà vécu sous les talibans. Et les gens disent ceux qui disent que les Américains partent, ils disent qu'ils vont pouvoir s'entendre quand les talibans vont revenir. D'ailleurs, même quand vous regardez, quand on compare ces talibans d'aujourd'hui aux talibans d'il y a 20 ans, il y a une certaine évolution. Vous les voyez faire leur campagne de propagande, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, en montrant qu'il y a des écoles, en montrant qu'il y a des filles qui sont scolarisées, alors qu'à l'époque, au départ, ce qu'on leur refusait, c'est qu'il n'y avait pas de scolarisation des filles, etc. Ils ont fait des reportages, laissé des journalistes venir même dans les zones de guerre, regarder la scolarisation des jeunes filles et autres, ce qui veut dire que ces gens-là s'apprêtent carrément à prendre le reste du pouvoir, parce qu'ils exercent déjà le pouvoir dans les zones où ils sont établis. On va terminer en parlant de ce regard sur les États-Unis d'Amérique. Vous avez parlé de ces banqueroutes répétées. Vous avez cité le cas de l'Irak, de la Somalie, d'autres cas également. Quel regard on peut avoir aujourd'hui sur l'Amérique et surtout sur l'armée américaine? Mais en fait, on ne gagne pas une guerre parce qu'on a une bonne armée. C'est la première leçon qu'il faut tirer. Si c'était ça, les Américains allaient gagner la guerre en Irak très rapidement et remettre de l'ordre en Irak. Si c'était ça, l'OTAN, la France, etc., allaient régler le problème de la Libye très facilement. Où est la Libye? La Somalie, l'Irak, la Syrie. Je crois que c'est d'abord ça. Il ne faudrait pas rester dans cette logique strictement militaire qui consiste à vouloir venir avec des armes et régler un problème. D'autant plus que souvent, quand vous arrivez avec vos armes, vous n'avez pas en face de vous une armée où on peut dire que vous êtes plus forte que cette armée. Vous êtes en face de ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Des gens qui sont comme la population locale, qui s'habillent de la même façon, qui de temps en temps prennent les armes pour tirer sur vous et de temps en temps retournent à leur habitude de citoyens en train de cultiver, de s'occuper des animaux. Vous ne pouvez plus savoir où est la personne qui avait tiré sur vous parce qu'elle devient comme toute une autre personne. En ce moment, même quand on a la meilleure armée du monde, il devient extrêmement difficile de gagner la guerre quand il s'agit d'une guerre asymétrique. Les Américains en ont fait plusieurs fois l'expérience. Espérons qu'ils tirent la leçon une bonne fois pour toutes. Mamadou Diouf, merci. On marque la petite pause et on revient pour l'inviter.